C'est à 11h30, après plus de 30 heures de siège, que les hommes du raid ont donné l'assaut contre l'appartement où était retranché Mohamed Merah. Au terme d'une fusillade nourrie, l'auteur présumé des tueries de Toulouse et de Montauban a été retrouvé mort, abattu d'une balle dans la tête. Nicolas Sarkozy a salué le courage et le sang-froid des policiers du raid. De nombreuses interrogations demeurent sur le parcours, les motivations et les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier le jeune homme de 23 ans qui a revendiqué son appartenance à Al-Qaïda. De petits délinquants de cité à djihadistes meurtriers. Comment Mohamed Merah est-il passé au travers des mailles du filet? Bien avant les tueries, son profil est inquiétant. À son casier, une quinzaine de condamnations par la justice française, dont 18 mois de prison ferme. En 2010 et 2011, le jeune homme part pour l'Afghanistan et le Pakistan. Il séjourne dans des camps djihadistes. Il y apprend le maniement des armes et épouse la cause salafiste. Face à un tel parcours, y a-t-il eu défaut de surveillance des services de renseignement français? Ce matin, Alain Juppé lui-même réclame un éclaircissement. Je comprends qu'on puisse se poser la question de savoir s'il y a eu une faille ou pas. Quel genre de faille là-dessus. Comme je ne sais pas s'il y a eu une faille, je ne peux pas vous dire quel genre de faille, mais il faut faire la clarté là-dessus. Mohamed Merah est en effet fiché et surveillé par la DCRI, les renseignements intérieurs français, mais la surveillance ne durera pas. Vous avez en face de vous un bonhomme qui mène une vie tout à fait normale, qui a une activité professionnelle. Il est sorti, il est allé voir des filles, il a bringué, et donc il n'a pas un comportement atypique. Et donc, insensiblement, j'allais dire, il sort du radar. Autre polémique, l'enquête aurait-elle pu avancer plus rapidement et éviter la tuerie de l'école juive? Notamment grâce à la liste de suspects potentiels établie lundi matin après les meurtres des militaires. Figure dans ces 570 noms, non pas celui de M. Merah, ce n'est pas vrai, il n'y figure pas, mais celui de sa mère, Madame Aziri. Madame Aziri dont on connaît les deux fils. On ne sait en plus pas où sont logés les frères Merah, donc on sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas localisés. Après un tel drame, la polémique ne fait que commencer. Sans même attendre l'épilogue de cette tragédie, la campagne électorale a repris ses droits. Les polémiques et les mises en garde vont bon train, mais une question demeure. Nicolas Sarkozy va-t-il bénéficier d'un effet Toulouse? Les débats ont en tout cas changé de nature. Image d'union nationale, d'un côté le chef de l'État, de l'autre 5 candidats à la présidentielle. La campagne reprend dès aujourd'hui et le drame de Toulouse devient un argument. Ce n'est pas la première fois qu'une campagne est marquée par la violence. 3 octobre 1980, 4 morts dans l'explosion d'une bombe devant une synagogue rue Copernic à Paris. Valéry Giscard d'Estaing ne se rend pas sur place. François Mitterrand multiplie les déclarations de soutien auprès de la communauté juive. L'attentat a lieu 6 mois avant la présidentielle. 4 mai 1988, à 2 jours du second tour de la présidentielle, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. En pleine cohabitation, Jacques Chirac et François Mitterrand s'affrontent sur la gestion de la crise. L'assaut est donné, 19 indépendantistes et 2 gendarmes sont tués. Le 6 mai, François Mitterrand est réélu. En 2002, 2 événements tragiques vont marquer l'élection. Le 27 mars, au conseil municipal de Nanterre, un homme tue 8 élus, en blesse 19 autres. Le 18 avril, 3 jours avant le premier tour, les images de Paul Voise, le visage tuméfié après une agression, font la une. Jean-Marie Le Pen est au second tour. Et la sécurité était effectivement, à l'époque, la priorité numéro 1 des Français. Donc c'est un événement qui est venu dramatique, qui est venu s'ajouter et qui n'a pas bouleversé la donne. En 2007, à 3 semaines du premier tour, un contrôle de billets tourne mal. La gare du Nord devient le théâtre d'affrontements. Aujourd'hui, la campagne qui s'était engagée sur l'économie et l'emploi prend un nouveau tournant. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel point cet événement sera durable. Il a été angoissant, il a marqué les gens, mais à quel point il sera durable et à quel point il va faire bifurquer la campagne de son axe naturel et la faire évoluer vers un match de lequel des deux sera le meilleur pompier. Le thème de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme est à nouveau au centre du débat entre la droite et la gauche, avec le Front National en embuscade. Après Lommel hier, c'était au tour de Louvain de rendre hommage ce matin aux victimes de l'accident de car qui a fait le 11 mars dernier en Suisse 28 morts, parmi lesquels 22 enfants. 7 d'entre eux étaient scolarisés ici. La cérémonie organisée dans la plus vieille église de la ville a réuni plusieurs milliers de personnes, au premier rang desquelles le roi Albert, la reine Paola et le prince héritier des Pays-Bas.
L'ancien général devenu président du Mali a-t-il à son tour été victime d'un putsch militaire? Les informations en provenance de Bamako restent confuses, mais elles semblent confirmer le renversement du régime démocratique du président Touré au profit d'une junte qui dénonce le manque de moyens pour combattre les groupes rebelles du nord du pays. Les putschistes, emmenés par le capitaine Sanogo, ont annoncé avoir suspendu les institutions, fermé les frontières et établi un couvre-feu. Des élections présidentielles devaient avoir lieu le mois prochain. Le Portugal en grève contre l'austérité. À l'appel du principal syndicat portugais, des rassemblements étaient organisés dans les grandes villes du pays pour protester contre le chômage et le plan d'austérité voté l'an dernier. Le Portugal est le 3e État européen à avoir dû adopter des mesures économiques drastiques en échange de l'aide financière de l'Europe et du FMI. Des perturbations ont affecté les transports et les services publics, mais le mouvement a été peu suivi. Florence Cassé, condamnée à rester en prison jusqu'à une prochaine audience de la Cour suprême mexicaine. Les 5 juges appelés à se prononcer mercredi n'ont pas réussi à s'entendre. Son dossier devra donc être à nouveau soumis à la justice dans les mois qui viennent. Je suis extrêmement triste, je suis déçue, je suis choquée même. Je suis. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est reparti pour des mois. C'est affreux, je suis même pas près d'elle. Une lueur d'espoir persiste pour la Française incarcérée depuis plus de 6 ans. La juge chargée de rédiger le nouveau rapport pour la Cour suprême s'est déjà prononcée en faveur de sa libération.